Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de reprendre cette série de cours ici à Paris. L'année dernière, j'avais fait tous mes cours hors de Paris. Donc, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Et cette année, le sujet de cours, j'ai appelé ça Fermions froid et simulation quantique. En fait, le cours va être vraiment centré sur la physique des atomes froids fermioniques piégés dans des réseaux optiques. Et je vais essayer de vous expliquer, en introduction de ce cours, pourquoi j'ai choisi de revenir sur ce sujet cette année. Alors, comme d'habitude, le cours est en français, ce sont les règles de la maison, les séminaires sont en anglais, mais pour faciliter l'accès au cours d'un public non francophone, comme les années précédentes, j'ai préparé les transparents en anglais. Alors, le cours se décline en séances de cours et séances de séminaire. Et je suis très content d'avoir un certain nombre d'orateurs qui ont été des pionniers du domaine. À commencer aujourd'hui par Tilman Esslinger de l'ETH Zurich, qui donnera le séminaire donc, sur Quantum Gates with Cold Fermions in Topological Pumps. Ensuite, on aura un séminaire la semaine prochaine par Jean-Philippe Brantu de l'EPFL qui va nous parler de gaz de fermions ultra-froids avec des interactions à longue portée dans des cavités. Jean-Philippe a également été un pionnier de l'étude expérimentale des phénomènes de transport avec les gaz d'atomes froids, sujet sur lequel j'espère parler un petit peu au cours numéro 5 et dont je pense Tilman parlera dans la deuxième moitié de son séminaire aujourd'hui. Ensuite, on aura un séminaire de Tariq Yefsa, qui est voisin, l'école normale, LKB, qui va nous parler, alors par exception, de fermions dans le continu, dans un piège, et de microscopie de ces fermions. Ce jour-là, il y aura deux séminaires. Alors, il y aura deux séminaires parce qu'on a eu la possibilité d'avoir la visite de mon collègue Shiwei Zhang, du Flatiron Institute à New York. Et Shiwei est un des grands physiciens spécialistes de simulation numérique des systèmes à n-corps fermioniques. Et donc, il nous donnera un séminaire qui va à la fois introduire certaines techniques numériques, mais également présenter des applications au gaz d'atomes froids. Ensuite, le 21 mai, le dernier séminaire, à proprement parler, sera donné par Corinna Collat. Corinna Collat est à l'Université de Bonn, après un passage de plusieurs années à l'École polytechnique à Palaiseau, puis à l'Université de Genève. On a beaucoup collaboré ensemble. Elle va nous parler d'atomes froids couplés à des cavités optiques. Et puis la dernière séance, celle du mercredi 4 juin, ne sera pas vraiment un cours, c'est comme une sorte de mini-symposium sur des méthodes numériques, et on aura 4 orateurs, Michel Ferrero, Chris Van Hoek, Olivier Parcollet et Thomas Schaeffer. Plusieurs de ces séminaires concerneront les méthodes dites de Monte-Carlo diagrammatique que j'introduirai un petit peu au cours 3, mais de manière assez superficielle, et qui seront reprises dans le contexte de ce mini-symposium. Donc il n'y aura pas à proprement parler de séance de cours ce jour-là, c'est remplacé par toute une matinée centrée autour des méthodes numériques. Donc voilà un petit peu le programme, le menu. Et en ce qui concerne les cours eux-mêmes, voilà ce que j'envisage à ce stade. Alors je dis bien à ce stade parce qu'on prend toujours un peu de retard et donc je ne suis pas sûr de pouvoir tout couvrir. Je voudrais tout de suite dire que l'ensemble du cours sera centré sur la physique des atomes froids dans les réseaux optiques, et je ne vais pas parler de gaz dans les pièges, sans réseau. Ce n'est pas parce que je n'aime pas ce sujet, il y a eu des très très belles choses, il y a encore des très belles choses faites dans ce contexte. C'est juste par manque de temps et aussi par manque de compétences directes. Donc je vais vraiment me focaliser sur les réseaux. Donc le cours d'aujourd'hui est très introductif. Je vais essayer de vous donner une sorte de vue générale du domaine et surtout de vous dire pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire un cours sur ce sujet cette année et de vous donner aussi un certain nombre d'étapes clés dans l'histoire du domaine qui a maintenant, on va dire un petit peu plus que 20 ans. Pourquoi est-ce que c'est un bon moment de faire un cours sur ce sujet? Quelles ont été les étapes marquantes et quelles sont les
les questions sur lesquelles les développements actuels se portent, ce qu'on verra d'ailleurs tout au courant de ces cours. Donc dans le cours 2, on va entrer vraiment dans le vif du sujet, à savoir les interactions. C'est un cours qui va encore prendre un peu une perspective historique. Je vais vous parler des premières évidences pour l'isolant de Mott dans ces systèmes et du défi de l'observation beaucoup plus récente de l'antiferromagnétisme à longue portée, et puis des défis que représente le refroidissement, puisque c'est vraiment un des défis essentiels du sujet, et des progrès tout récents qui ont été faits sur ce sujet du point de vue expérimental. Dans le cours 3, je vais vous parler un petit peu de phénoménologie du modèle de Hubbard bidimensionnel dopé, qui est un des sujets sur lesquels ces méthodes de simulation quantique par piégeage d'atomes dans les réseaux optiques portent. Donc je vais à la fois vous donner un petit peu un survol de ce qu'on sait aujourd'hui de la phénoménologie. Ça sera forcément très bref. J'ai fait un cours sur le modèle de Hubbard, un cours entier, il y a quelques années, donc vous pouvez vous y reporter également, bien que le sujet ait pas mal évolué encore en 3-4 ans. Et je vais vous donner aussi une sorte de survol des méthodes de simulation classiques, ainsi que une vue sur les expériences toutes récentes. Alors il y a des chances que ça déborde d'un seul cours, hein, qu'on déborde un peu sur le cours 4. Donc on va continuer dans le cours 4. Et dans le cours 4, je vais aussi vous parler de réseaux triangulaires et de ce qu'on appelle le magnétisme cinétique. Et enfin, si j'y arrive, dans le cours 5, j'espère vous parler un petit peu d'expériences de transport dans le contexte de ces réseaux optiques. Donc voilà un petit peu le menu. Je vous rappelle quelques points pratiques. Il y a une liste de distribution par mail. Donc si vous souhaitez y être inscrit et que vous n'y l'êtes pas encore, vous envoyez un message à cette adresse mail avec ceci comme sujet. Vous devriez être automatiquement inscrit. Vous pouvez aussi vous désinscrire, bien entendu. Il y a un site web, les cours sont enregistrés et sont mis en ligne en général une semaine ou quelques jours après le cours lui-même. Donc, voilà une vue d'artiste d'atomes froids piégés dans des réseaux optiques. Donc, un réseau optique, comme on va le voir plus en détail dans la suite de ce cours, crée un potentiel périodique. Les atomes se piègent dans ce potentiel. Et si on arrive à refroidir suffisamment le système, eh bien, on a un système de particules fermioniques en interaction sur lesquelles on peut faire toutes sortes de physique. Et ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est pourquoi est-ce que je pense que c'est un bon moment pour faire un cours sur ce sujet. Comme vous allez le voir dans les transparents suivants, l'ensemble de la physique des atomes froids, d'une manière générale, bosonique ou fermionique dans les réseaux optiques, a commencé au début des années 2000. Donc c'est un sujet qui a à peu près 25 ans. Les fermions sont évidemment arrivés un petit peu plus tard. Et pendant pas mal d'années, l'étude de ces gaz fermioniques dans des réseaux optiques était limitée, c'était très intéressante, mais limitée par les questions de refroidissement. Donc ça, vous allez le voir, on va le voir très en détail, surtout au cours prochain. Et ce qui s'est passé, en fait, dans ces quelques dernières années, c'est que les progrès expérimentaux ont permis d'atteindre des températures, alors on verra en quelle unité, hein, des températures beaucoup plus basses, et donc d'entrer dans des régimes où la simulation classique de ces systèmes, par tous les algorithmes que l'imagination humaine peut inventer, devient difficile. On n'est pas encore dans un régime où ces simulations deviennent impossibles par rapport à la simulation quantique avec les atomes froids. On est dans un régime où les deux types d'approches peuvent se comparer de manière très, très fructueuse, sans que ce soit très facile ni pour un domaine ni pour l'autre. Donc c'est un moment très intéressant, à mon avis, du sujet. Et évidemment, les méthodes de simulation classiques, je vais essayer aussi de vous donner un peu une idée de ça dans l'ensemble de ces cours, ont aussi fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie, de sorte qu'il y a une espèce de saine émulation, on va dire, entre les expériences de fermions froids dans les réseaux optiques et les méthodes de simulation classiques du problème à n-corps.
Et c'est un petit peu l'état de l'art de cette comparaison que je voudrais faire apparaître dans la suite de ces cours. Alors, pas aujourd'hui, mais on verra ça apparaître en particulier au cours 3 et dans les cours suivants. Et aussi vous transmettre mon enthousiasme pour une sorte de nouvelle jeunesse du sujet grâce à l'avancée de ces deux domaines en parallèle. Et puis, un dernier aspect qui est aussi extrêmement important, c'est qu'ont été développées dans ce domaine des sondes expérimentales qui sont différentes et très complémentaires de ce qu'on peut faire en physique de la matière condensée. En particulier, on va le voir la prochaine fois, je vais en parler très brièvement maintenant, les méthodes de microscopie qui permettent d'avoir une résolution à l'échelle du site individuel du réseau. Et évidemment, ça, c'est des choses, c'est des sortes de photos instantanées de la fonction d'onde, si vous voulez, projetées sur une base. Et c'est des choses qui sont difficiles à faire dans les expériences en physique de la matière condensée. On peut les faire dans certains types de simulations, d'où encore des comparaisons intéressantes. Donc pour toutes ces raisons, j'ai pensé que c'était une bonne année pour faire un cours sur ce sujet, et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans le résumé de ce cours. Donc à la fois présenter l'état de l'art du point de vue à la fois expérimental et théorique dans le sujet, mais aussi essayer de dire quel est l'état de la comparaison entre les méthodes de simulation numérique et les résultats expérimentaux. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner une perspective un petit peu sur l'historique du sujet. Je voudrais tout de suite dire que je ne suis pas un spécialiste d'optique quantique, donc ce n'est pas un cours d'optique quantique, même si de temps en temps je vais me risquer un petit peu sur ce terrain. Mais je voudrais quand même vous donner un petit peu une perspective sur les grandes étapes qui ont permis tous ces développements. Alors évidemment, tout ça commence avec les gaz atomiques ultra-froids. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Je suppose que vous savez tous de quoi, et tous et toutes de quoi il s'agit. Dans les années 90, on a assisté à de magnifiques techniques qui ont permis le refroidissement des atomes. Et tout ça a d'une part culminé dans la fabrication d'atomes froids piégés, alors d'abord d'atomes froids bosoniques piégés dans des régimes quantiques, donc c'est le prix Nobel de Chu, Cohen, Tanuji et Phillips en 1997, et puis un peu plus tard, très rapidement, la condensation de Bose, autre prix Nobel, Cornell, Ketterle, Weyman, pour la condensation de Bose dans ces systèmes d'atomes froids, prix Nobel 2001. Ici, vous avez une sorte d'échelle essentiellement logarithmique des températures. Et donc, un bon chiffre à retenir, c'est celui du micro-Kelvin. On verra que c'est l'échelle typique de l'énergie de recul dans ces systèmes. En fait, les températures atteintes dans les systèmes d'atomes froids sont beaucoup plus basses que ça. Hein. Elles sont de l'ordre du nanoK. Ce sont les températures les plus froides de l'univers. Si vous allez loin dans l'espace interstellaire, il fait 3 Kelvin ou 2,7 Kelvin. Bon. Ben là, dans le laboratoire de Jean Lalibar, au 2e étage, on est, je ne sais pas, à quelques dizaines de nanoK. Donc, ce sont les températures les plus froides de l'univers. Alors, une fois qu'on dispose de ces gaz atomiques refroidis par laser, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, on peut d'abord, et on peut le faire pour des gaz classiques, même avant qu'ils soient aussi froids, piéger ces atomes dans des faisceaux lumineux. Donc ça, on va en parler aujourd'hui assez en détail, donc je passe assez vite. En particulier, sans parler vraiment de régime quantique, l'invention des réseaux optiques et d'atomes piégés dans le réseau optique a permis, dès le milieu des années 90, d'observer des très beaux phénomènes qui ne sont pas si faciles à observer en physique de la matière condensée en raison des collisions, qui sont les oscillations de blocs. Très belle expérience du regretté Maxime Dahan au LKB. Mais la naissance de ce sujet des atomes froids dans des régimes quantiques piégés dans des réseaux optiques, je pense que c'est juste de dire qu'elle commence à la fin des années 90
en particulier avec un article théorique tout à fait pionnier de Dieter Jaksch et co-auteurs, Peter Zoller, Ignacio Cirac, etc. Un article qui a des milliers de citations d'ailleurs. Et ce que cet article propose, c'est de piéger, c'est un article théorique qui propose de piéger, d'utiliser la capacité de piéger des atomes froids dans des régimes quantiques, dans des réseaux optiques, pour réaliser un modèle de Hubbard bidimensionnel, bosonique dans cet article, et éventuellement voir la transition superfluide isolant de Mott. Donc voilà, un très bel article qui démarre le sujet comme une proposition théorique. Et puis, juste quelques années plus tard, on peut considérer que c'est vraiment cet article-là qui ouvre un nouveau champ expérimental. Donc, 2002, par Markus Greiner, Mendel, Esslinger, Hensch et Immanuel Bloch, qui réalisent expérimentalement, au Max Planck de Garching, la transition entre un isolant de Mott bosonique et un superfluide bosonique, en changeant la profondeur du réseau optique. J'avais fait un cours il y a plusieurs années sur ce sujet, sur cette transition de Mott bosonique, et je suis particulièrement content d'avoir Tillman Esslinger, qui est vraiment un pionnier du domaine, et co-auteur de cet article aujourd'hui pour faire le séminaire. Donc on peut considérer voilà, que ce sujet naît expérimentalement en 2002, et ensuite il ne fait que croître et prospérer. Donc assez rapidement, 2003-2005 à peu près, les premières expériences avec cette fois des atomes froids fermioniques dans les réseaux optiques apparaissent, en particulier à l'ETH de Zurich, toujours dans le groupe de Tillman, avec une très jolie expérience dont je vais parler, enfin, il y a pas mal de manips, mais une en particulier dont je vais parler plus tard dans le cours d'aujourd'hui, qui est la visualisation des surfaces de fermions sans interaction dans un réseau. Donc c'est une étape évidemment nécessaire pour le sujet. J'ai aussi mentionné quelques sujets qui ne sont pas, quelques points clés du domaine qui ne sont pas uniquement dans les réseaux, parce que c'est important. Dans les années 2003-2004, dans le piège, en l'absence de réseau, l'observation du crossover entre la condensation de Bose de fermions et le régime BCS, donc le régime de couplage faible où on a une transition BCS, et le régime de couplage fort où on forme des paires avant qu'elles ne condensent, et en particulier le régime intermédiaire qui est le gaz unitaire, sur lesquels il y a eu de très beaux travaux, ici à Paris en particulier, dans le groupe de Christophe Salomon, Frédéric Chevy et co-auteurs, et puis du point de vue théorique, Félix Werner et Chris Van Houcke, qui réalisent aussi une très belle comparaison entre résultats expérimentaux et résultats de simulation, et puis compréhension théorique et analytique du problème. Donc le sujet continue à se développer, et un des points clés, à mon avis, c'est vers la fin des années 2000-2010, une nouvelle sonde expérimentale qui sont les microscopes, donc Quantum Gas Microscopy, d'abord pour les bosons, donc dans un très bel article de Markus Greiner et co-auteurs, puis pour les fermions, vers les années 2015. Donc ça, on va en parler pas mal de ces méthodes de microscopie. C'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une vision de ce qui se passe à l'échelle du site individuel, et aussi de calculer les fonctions de corrélation sur des images, sur des données, un grand échantillon de données, d'une manière différente que les méthodes de spectroscopie qu'on peut vouloir utiliser, à la fois en matière condensée ou les spectroscopies de Bragg dans le domaine des atomes froids. En 2008, réalisation alors, de ce qu'on peut appeler l'isolant de Mott fermionique, en fait, je dirais plutôt du crossover entre un régime de type liquide et puis un régime de type incompressible. On va en parler en détail la prochaine fois. Donc ça arrive en 2008. Et puis parallèlement, à peu près au même moment, un petit peu plus tard, des études de phénomènes de transport dans les systèmes fermioniques. J'ai cité déjà les travaux de Jean-Philippe Brantu, mais il y a aussi des travaux plus récents dont je parlerai au cours 5 dans le groupe de Wassim Baker à Princeton. Donc l'étude de phénomènes de transport.
Et puis en 2017, une nouvelle étape importante du sujet, qui est l'observation de l'antiferromagnétisme à longue portée. Donc vraiment la réalisation d'un état cohérent magnétique de spin sur des échelles de distance plus grandes que le système lui-même. Donc ça, c'est Mazurenko et co-auteurs dans l'équipe de Marcus Greiner à Harvard. Il y avait eu avant, bien entendu, dans différents groupes, d'autres études de magnétisme quantique qui montraient des corrélations à portée intermédiaire. Mais ça, c'est vraiment la réalisation de l'antiferromagnétisme à longue portée. Les méthodes de microscopie ont permis de nouvelles manières de regarder le problème. Je l'ai déjà mentionné, en particulier, qu'est-ce qui se passe quand on prend ce système antiferromagnétique et qu'on introduit quelques lacunes, donc quelques trous, comment l'environnement local se déforme, la formation de polarons magnétiques autour de ces lacunes, ça on le verra aussi dans un des cours, en particulier dans l'équipe d'Immanuel Bloch à Garching. Et puis tout récemment, le refroidissement jusqu'à des températures beaucoup plus faibles, par des méthodes de refroidissement dont je parlerai la prochaine fois, et comme je le disais, la possibilité de comparer ces résultats expérimentaux à des simulations numériques dans des régimes difficiles. Alors ici, l'échelle de température, on va y revenir très en détail, est exprimée dans la constante de tunneling de saut d'un fermion sur un site vers un site voisin, donc petit t comme tunneling. Et vous voyez cette échelle de température dans t sur petit t de l'ordre de 0,1. C'est un petit peu le record expérimental du domaine actuellement. Peut-être ils sont même un peu plus froids que ça. Vous verrez pourquoi on n'est pas tout à fait sûr de la température. Mais ce sont des régimes où la simulation n'est pas si facile. Peut-être, probablement, les premières évidences expérimentales de ce qu'on appelle le pseudo-gap, en terme qui vient évidemment de la physique des cuprates, dont je parlerai au cours 3 et au cours 4. Donc voilà un petit peu, à très gros traits, si vous voulez, un certain nombre d'étapes importantes dans le domaine, et j'espère couvrir un certain nombre de ces étapes au cours de ces cours. Voilà quelques images que vous verrez revenir dans la suite des cours. Je ne cherche pas à les expliquer là. Ici, on a une image de microscopie, ça c'est l'image brute, et ça c'est l'image analysée. Ici, on a une image de spectroscopie par basculement d'un atome dans un état final non interagissant, ce qu'on appelle de l'outcoupling spectroscopie, qui émule la photoémission résolue en angle dans les solides, dans l'équipe de Wassim-Baker à Princeton. Ça, c'est une des premières évidences de l'isolant de mode fermionique dans l'équipe de Tillman et Slinger, avec une expérience parallèle dans l'équipe d'Immanuel Bloch en 2008. Et ça, c'est une longueur de corrélation en fonction de la température qui se met à croître très rapidement quand on refroidit, et qui est une évidence donc, de cet antiferromagnétisme à longue portée. C'est juste quelques images pour vous allécher un peu. On y reviendra très en détail dans la suite des cours, bien sûr. Voilà. Alors, évidemment, ce sujet passionnant a fait l'objet de nombreux articles de revue. Je voudrais en citer quelques-uns, en particulier parce que, d'abord, ils sont très intéressants à lire, et puis ils m'ont servi de source, et aussi parce que je ne vais pas pouvoir tout couvrir dans ces cours, donc si vous voulez des choses complémentaires, vous pouvez vous adresser à ces articles. Alors, il y a des articles qui sont un petit peu au début du sujet. Un article d'Immanuel Bloch, Nature Physics 2005, le sujet a beaucoup évolué depuis, mais qui donne une première aperçu des atomes fermioniques dans les réseaux optiques. Un article de revue remarquable de mon collègue Jean Dalibard avec Immanuel Bloch et Willis Verger en 2008. Un article court de Tillman et Slinger sur les fermions, Annual Reviews of Quantum Matter Physics. Il y a une très jolie revue de Laetitia Tarwell et Laurent Sanchez Palencia dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, alors beaucoup plus récent, donc c'est une revue qui donne une perspective sur les développements, pas tout à fait les plus récents, parce que le sujet a encore évolué depuis, et en fin 2018, c'est quand même il n'y a pas longtemps.
et puis aussi d'Annabelle Bort et co-auteur dans Annals of Physics, ça c'est 2021. Et puis il y a 2 cours, l'un que j'avais donné à Varena, ça fait longtemps, au début du sujet, et puis un cours un peu plus récent, mais pas très récent quand même, qu'on a donné avec Thierry Giamarquet à l'École des Ouches de 2010. Le sujet a beaucoup évolué depuis, donc ces cours ont fatalement un peu vieilli. Voilà, donc ça clôt un petit peu cette grande introduction à gros traits. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et d'abord parler de réseau optique. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau optique? Alors, je vous préviens tout de suite que la suite du cours d'aujourd'hui va être assez élémentaire. Il faut poser les bases du sujet. Et donc, pour les spécialistes, vous allez vous ennuyer un peu. On va parler de réseau optique, comment on crée un réseau optique, quelles sont les géométries qu'on peut faire, pas de manière exhaustive, mais quelques exemples. Et puis, dans un deuxième temps, je vais parler de bonnes vieilles choses comme le théorème de Bloch et les bandes d'énergie dans un réseau optique, toute notion qu'il faut avoir de manière claire à l'esprit pour comprendre le sujet. Alors là aussi, sur les réseaux optiques, il y a des références très utiles. Tout au début du sujet, il y a un article de Dieter Jagsch et Peter Zoller qui s'appelle The Cold Atom Hubbard Toolbox, qui est un petit article assez compact et qui résume très bien les éléments essentiels pour comprendre le sujet, donc ça c'est très bien. Un des pionniers des réseaux optiques en France, c'était Gilbert Grimbert, qui a disparu trop tôt, et qui a véritablement été un pionnier du sujet, à l'époque où les gaz étaient encore des gaz thermiques, classiques. Et donc il y a de très bons articles de Gilbert et ses collaborateurs, donc celui-là dans PhysRev A, un gros article qui étudie toutes sortes de géométries de réseau, et puis également un article de revue dans Physics Report, celui-ci. Et puis évidemment, il y a un cours de Jean Dalibard au Collège de France en 2012-2013 sur les réseaux optiques, qui m'a d'ailleurs pas mal servi pour préparer le cours d'aujourd'hui, et dans la plus pure tradition de Jean, avec des notes très détaillées que vous pouvez trouver sur le web. Moi, je ne suis pas capable de faire des notes aussi détaillées, donc il faudra que vous vous contentiez de mes slides. Il y a des choses plus récentes encore. Hélène Perrin a donné un cours aux Ouches en 2019. Et il y a aussi des notes de cours disponibles sur Internet de Fabrice Gerbier, qui doivent être des notes de cours de Master 2, je pense. Et puis un cours de Joey Tawissen à l'Université de Toronto, qui est aussi très utile. Il y a pas mal de recoupements entre ces différents cours. Alors, il faut commencer par le début. Pour faire un réseau optique, il faut piéger des atomes dans un faisceau laser. Et donc, voilà encore une petite historique du sujet. Donc, la possibilité de piéger des atomes dans des réseaux laser, ça commence au début des années 70. Et ça commence d'une part en Union soviétique, donc les papiers de Letokov, Minogin, Kazantsev, etc. J'ai pas mal discuté avec Christophe Salomon sur ces références historiques. Merci à lui. Et en particulier les travaux d'Ashkin, évidemment, sur les pinces optiques, qui lui ont valu le prix Nobel en 2018. Comme quoi, quelquefois, il faut attendre son prix Nobel assez longtemps. Donc voilà quelques exemples. Ça, c'est l'article un peu fondateur sur les pinces optiques. Et puis ça, c'est un article de Letokov sur le piégeage d'un atome dans un faisceau laser. Alors, comment ça marche? Quelle est la physique derrière? Donc, la physique derrière, c'est ce qu'on appelle l'effet Stark en régime alternatif. Donc, on peut l'illustrer d'une manière très simple. Ça, c'est une figure que j'emprunte au cours de Jean au collège il y a une dizaine d'années, où on prend l'exemple d'un atome qui aurait un état fondamental de moment angulaire 0, et puis un triplet d'états excités de moment angulaire 1. Et donc avec une transition entre les deux qui s'appelle ici H bar oméga 0. C'est la transition, l'énergie de transition entre les deux, l'état fondamental et l'état excité. Et puis on soumet cet atome à un champ électrique qui oscille avec une fréquence laser oméga L. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai essayé de garder oméga L et son compagnon KL pour le vecteur d'onde du laser avec l'indice L dans la plupart des slides, mais assez rapidement, je pense que le L va tomber
et oméga et k pourraient devenir parfois le laser, le moment et la fréquence du laser, ce qui est très embêtant parce que j'utilise aussi k pour la quasi-impulsion des fermions dans le réseau périodique. Donc je vais quand même essayer de garder le L aussi longtemps que je peux. Beaucoup de gens du domaine en optique quantique, quand ils passent au réseau optique, appellent Q la quasi-impulsion des fermions dans le réseau optique, mais personne ne fait ça en physique de la matière condensée, donc j'ai décidé d'éviter. Bon, bref, donc voilà notre champ électrique. Il oscille à une fréquence oméga L avec une certaine amplitude qui dépend de la position, une certaine phase. Et évidemment, on va induire un dipôle qui va dépendre de la fréquence. Et c'est juste un exercice de théorie de perturbation au deuxième ordre. On a un élément de matrice dipolaire qui coupe le fondamental et l'état excité, puisqu'ils ont un delta J égale 1, donc une transition dipolaire permise. Et la polarisabilité à la fréquence oméga L va donc être l'élément de matrice dipolaire. Epsilon, c'est la polarisation de mon champ, donc le produit scalaire de l'opérateur dipolaire avec la polarisation, pris entre l'état fondamental et l'état excité, au carré, divisé par un dénominateur d'énergie, qui est la différence entre la fréquence laser et la fréquence de la transition atomique. Donc une formule typique de théorie de perturbation au deuxième ordre. Et vous voyez ici, il y a un moins. Donc le signe de cette polarisabilité, et puis il y a un moins, et puis il y a un dénominateur qui est égal à la différence oméga L moins oméga 0. Et cette différence oméga L moins oméga 0, elle peut être positive ou elle peut être négative. C'est ce qu'on appelle le désaccord, ou detuning en anglais. Donc c'est la différence entre votre fréquence laser et la fréquence de transition atomique. Et selon que ce désaccord correspond à delta négatif, c'est-à-dire oméga L plus petit qu'oméga 0, ce que les gens dans ce domaine appellent aussi désaccord vers le rouge, ou red detuning, dans ce cas la delta est négatif, ou selon qu'on a delta positif, donc oméga L plus grand qu'oméga 0, ou blue detuning, désaccord vers le bleu, eh bien le signe de cette polarisabilité induite va changer. Et donc on verra que ça a une conséquence sur la manière dont les atomes se piègent dans le réseau. Donc voilà la physique, disons, de manière très simplifiée de l'effet Stark. Il y a évidemment toutes sortes de développements théoriques d'optique quantique autour de ça. Je vous renvoie au cours de Jean sur ce sujet si vous voulez vous renseigner plus. Ça, c'est vraiment la description la plus simple. Alors, puisque cet atome acquiert un moment dipolaire induit sous l'effet du champ électrique, ce moment dipolaire induit va lui-même interagir avec le champ électrique, et ceci va nous donner un potentiel d'interaction qui va être quadratique dans le champ, puisque le moment dipolaire induit est proportionnel au champ, et l'énergie d'interaction, c'est moins 1,5 du moment dipolaire induit D, produit scalaire, le champ appliqué. Donc vous voyez, c'est moins 1,5 de alpha E carré. Alors ce champ varie rapidement dans le temps, à la fréquence oméga L. Et donc, si on moyenne sur le temps, pour en déduire un potentiel effectif statique que voient les atomes, eh bien, vous voyez que le carré de ce sinus ici va nous donner encore un nouveau facteur 1,5. Et donc, on va obtenir que le potentiel statique, moyenné sur le temps, c'est moins un quart de la polarisabilité induite fois l'amplitude E de R du champ appliqué. Donc E de R, c'était l'amplitude qui peut dépendre de la position spatiale du champ appliqué. Donc vous voyez qu'au final, on a un potentiel statique vu par les atomes qui est moins la polarisabilité qui elle-même peut changer de signe selon le signe du désaccord, fois l'intensité lumineuse au point R. Donc quelque chose, en combinant ce signe moins et ce signe moins, quelque chose qui est de l'ordre de 1 sur le décalage, 1 sur le désaccord, fois l'intensité lumineuse au point R. Donc ceci vous montre que si le faisceau laser a un désaccord vers le rouge, eh bien, c'est-à-dire que delta est négatif, les atomes vont être piégés au maximum de l'intensité lumineuse. Si le désaccord est vers le bleu,
les atomes vont être piégés au voisinage des minima de l'intensité lumineuse. Donc ça donne une flexibilité supplémentaire pour faire des réseaux, et on en verra une application tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Bon, donc c'est l'effet Stark. C'est comme ça qu'on piège des atomes dans des faisceaux lumineux. Et maintenant, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est les piéger dans une onde stationnaire. Donc voilà un exemple très simple à une dimension. On prend deux faisceaux laser qui se propagent dans les directions opposées, avec le même vecteur d'onde qui s'appelle KL, ici, la même fréquence oméga L. Mais vous voyez, ici, il y a un moins, ici, il y a un plus. Donc ces deux faisceaux laser se propagent dans des directions opposées. On fabrique une onde stationnaire. Et juste en combinant ces deux sinus, on peut réécrire la chose comme une amplitude qui va varier en fonction du point de manière périodique, fois un terme qui dépend du temps. Et quand on prendra le carré du champ, on va moyenner sur ce terme qui dépend du temps. Mais le carré de l'amplitude qui dépend de la position va subsister, et c'est ça qui va nous donner une modulation périodique du potentiel. Alors vous voyez que comme la modulation périodique du potentiel, elle est proportionnelle au carré du champ électrique, le champ électrique, il a une périodicité qui est lambda de pi sur KL, mais quand on va prendre le carré, la périodicité devient la moitié de ça. Et donc la périodicité du réseau optique qu'on va créer, qui est schématisé ici, va être la moitié de la longueur d'onde du laser qu'on a utilisé. Autrement dit, le vecteur d'onde du laser, KL, de pi sur lambda L, c'est pi sur A, où A est la maille du réseau. Et j'anticipe un peu sur la suite, mais enfin je pense que vous savez tout ça. Sur un réseau unidimensionnel, pi sur A, c'est le bord de la première zone de Brillouin. D'accord? Donc, voilà, le bord de la première zone de Brillouin est donné par le vecteur d'onde du laser. Alors, donc l'amplitude, le potentiel qu'on a créé, c'est un potentiel V0 sinus carré KLX, dans ce cas très simple, avec une amplitude du potentiel qu'on peut régler. Vous voyez cette formule ici. On peut jouer sur son signe en jouant sur le désaccord, rouge ou bleu, mais on peut aussi évidemment jouer sur son amplitude en changeant la puissance du laser, tout simplement. Et ça, c'est évidemment un outil extrêmement important dans cette physique, c'est la possibilité de faire varier la profondeur du réseau optique. C'est une des raisons pour lesquelles ces systèmes sont contrôlables. Dans un solide, faire varier l'amplitude du potentiel périodique, ce n'est pas si simple. Il faut appliquer de la pression, par exemple, ou autre méthode, mais il ne s'agit pas juste de tourner un bouton sur un laser. Alors voilà quelques exemples à plus qu'une dimension. Ça, c'était un peu un exemple joué à une dimension, bien que la physique unidimensionnelle dans ce domaine ait aussi tout à fait sa place. Donc voilà un exemple, comment fait-on pour créer un réseau carré ou un réseau cubique à 3 dimensions. Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise 2 ondes stationnaires dans le cas d'un réseau carré ou 3 ondes stationnaires dans le cas d'un réseau cubique. Et on crée comme ça un potentiel séparable qui est la somme de ces 2 sinus carrés. Alors il y a quand même quelques petites précautions à prendre parce qu'il ne faut pas que ces faisceaux laser conduisent à un phénomène de battement qui donnerait des perturbations dans ce réseau parfait. Donc on peut soit choisir des polarisations orthogonales des faisceaux laser pour éviter ça, soit introduire un tout petit décalage de fréquence entre les différents faisceaux laser pour éviter ces phénomènes d'interférence. Il y a différentes techniques pour faire ça. Et donc on crée ces potentiels périodiques. Alors voilà, j'ai tracé ici un exemple de ce potentiel périodique à 2 dimensions. Donc vous voyez, ça ressemble à une boîte à œufs, ce qui est souvent figure un peu iconique du sujet, avec des minima et des maxima, si on regarde une carte des contours de ce potentiel. Un point important, c'est que l'exemple qui est sur ce transparent, c'est l'exemple de potentiel séparable, c'est-à-dire que c'est la somme
d'un potentiel dans la direction X, d'un potentiel dans la direction Y, d'un potentiel dans la direction Z. Alors ça va avoir des conséquences, j'en parlerai peut-être un petit peu dans la suite, quand on va écrire un modèle de liaison forte pour ces systèmes et passer à ce qu'on appelle les fonctions de Wannier. Ces fonctions de Wannier vont être factorisées. Ça veut dire que certains termes dans l'hamiltonien de liaison forte dans le système vont être un petit peu difficiles à générer. En particulier, les termes qui feraient sauter un fermion selon les diagonales du système ne sont pas si faciles à générer, puisqu'il faut dépasser, il ne faut pas se placer dans le cas d'un potentiel séparable. Alors, on peut faire d'autres géométries, ça c'est très chouette, et explorer des systèmes frustrés, etc. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on fait un réseau triangulaire? Alors, la manière dont on fait un réseau triangulaire, comme vous pouvez certainement vous en douter, c'est qu'on prend 3 faisceaux coplanaires à 120 degrés, donc avec ces vecteurs d'onde-là, et l'intensité lumineuse, ça va être le module carré de cette exponentielle. Et quand on fait ça, eh bien, on voit qu'on obtient un paysage d'énergie. Si vous regardez attentivement ce paysage d'énergie, vous verrez que ces sites-là ont 6 voisins. Et donc ici, vous avez un réseau triangulaire. Je vais peut-être essayer de faire un dessin au tableau. Donc un réseau triangulaire, c'est un réseau dans lequel chaque site a 6 voisins. Ce site-là a 6 voisins. Et c'est exactement ce qu'on peut créer ici avec ces faisceaux. Mais si on regardait les minima de cette carte, donc ça c'est les maxima qui ont une géométrie triangulaire. Si on regardait les minima de cette carte, vous voyez qu'on fabrique un réseau en nid d'abeilles. Alors ça c'est bien parce que ça veut dire que si on utilise un décalage, dans ce cas-là je pense vers le rouge, on peut piéger les atomes dans un réseau triangulaire. Mais si on utilise un décalage vers le bleu, on va pouvoir piéger les atomes dans un réseau en nid d'abeilles. Les deux réseaux sont intéressants. Et donc, on va pouvoir faire de la physique dans un cas comme dans l'autre. Et on va même pouvoir jouer sur la possibilité de créer ces deux réseaux pour fabriquer des réseaux plus exotiques et plus intéressants aussi, comme le réseau Kagome. Alors, comment est-ce qu'on voit un réseau Kagome ? Donc, la meilleure manière de dessiner un réseau Kagome, c'est de faire des nœuds papillons, comme ça. Donc voilà le réseau Kagome. Et vous voyez que ce qui manque à ce réseau Kagome, pour être un réseau triangulaire, eh bien, ce sont ces sites qui sont au centre des hexagones. Donc si je complétais ce réseau par ces sites, je recréerai un réseau triangulaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un réseau Kagome? C'est ce qu'ont fait l'équipe de Stamper-Kurn à Berkeley dans cet article, relativement récent, 2012. Eh bien, il suffit d'utiliser un premier réseau optique pour créer le réseau triangulaire complet. Et puis ensuite, utiliser un réseau optique avec une longueur d'onde double et un décalage opposé pour tuer ces sites-là. Donc on va pouvoir... Vous voyez que ça, c'est exactement le double de la périodicité. Donc, vous utilisez un premier laser pour créer le réseau triangulaire et ensuite un deuxième laser avec un décalage opposé de delta de signes différents pour éliminer ces sites ici. Et vous avez votre réseau Kagome. Donc c'est ce qu'ils ont fait dans cet article. Donc vous voyez ici, on a un laser qui doit être, je pense, décalé vers le bleu, je ne veux pas dire de bêtises, avec une périodicité A, disons, et puis ici une périodicité 2A. Donc les longueurs d'onde sont dans un rapport 2. Et en fait, on peut même jouer plus avec les polarisations et avec les vecteurs d'onde de ces lasers, et on peut non seulement réaliser un réseau Kagome,
mais on peut aussi réaliser d'autres géométries, comme des réseaux en bande avec des systèmes quasi unidimensionnels faiblement couplés, etc. Et ici, donc, c'est une expérience où il piège un condensat de Bose de rubidium dans ce réseau Kagome. Il faut une figure de diffraction essentiellement pour montrer que on a bien piégé le condensat de Bose dans ce réseau Kagome. Donc ceci était simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette expérience, mais ceci était essentiellement pour vous montrer qu'il y a toute une ingénierie des réseaux optiques qu'on peut faire pour créer différentes géométries selon les problèmes qu'on veut étudier. Et bien sûr, l'étude des fermions en interaction dans des réseaux qui ont de la frustration géométrique, comme les réseaux triangulaires, les réseaux Kagome, etc. C'est un problème qui est très intéressant du point de vue du problème à n-corps quantique. Le réseau Honeycomb, c'est le réseau du graphène, donc c'est aussi intéressant. Il y a évidemment actuellement des propositions sur le marché pour faire des patterns, des motifs de moiré, mais là, la matière condensée a commencé avant. Bon, alors, donc on a ces réseaux optiques. Et il faut que je vous fasse un certain nombre de rappels sur les bandes d'énergie de fermions dans un réseau périodique et le théorème de Bloch. Donc je ne vais pas redémontrer les choses, parce que c'est quand même des classiques. Ça se trouve dans tous les bons livres. Je peux aussi vous référer au cours de Jean au Collège de France en 2012-2013, où tout ça est très bien fait. Je vais juste vous faire une sorte de résumé des notions essentielles qu'il faut avoir en tête. Donc prenons déjà le cas d'un système unidimensionnel. Donc on a vu qu'on avait un potentiel périodique, V0 sinus carré KLX. Ça peut être un petit peu plus agréable de le réécrire comme un cosinus de 2 KLX pour faire apparaître la bonne périodicité de manière claire. Et on veut résoudre l'équation de Schrödinger dans ce potentiel périodique. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que si je regarde cette équation de Schrödinger, en fait, il est facile de se ramener à des coordonnées réduites en faisant apparaître une échelle d'énergie importante. Donc, pour ça, il faut prendre comme variable sans dimension le moment du laser, KL, le vecteur d'onde du laser, fois x. Donc, si je définis x bar égale KLX, et si ça va faire sortir ici un terme qui va être h bar carré KL carré sur 2m, juste par changement de variable. Et c'est la seule échelle d'énergie qui apparaît dans ce problème, avec également l'amplitude du potentiel. Donc tout peut s'exprimer en termes d'une échelle d'énergie caractéristique qui est l'énergie dite de recul de l'atome dans le faisceau laser, donc définie comme h bar carré, le carré du vecteur d'onde du laser, divisé par 2 fois la masse. Et donc il faut avoir en tête l'ordre de grandeur caractéristique de cette énergie de recul. Si vous mettez des nombres, alors celui-là, je ne sais plus, j'ai dû mettre pour le lithium ou pour le potassium, je ne sais plus. Mais au bout du compte, cette énergie de recul est de l'ordre de quelques micro-K. Alors, 1 microkelvin, c'est à peu près 20 kHz, si je convertis en fréquence. Et 1 microkelvin, c'est aussi 10-7 milliélectronvolts, puisque un électronvolt, c'est 10 puissance 4 Kelvin, à peu près, 11 600 Kelvin. Donc vous voyez ici, c'est 10-6 Kelvin. Et ici, un électronvolt, c'est 10 puissance 4 Kelvin. Et donc, vous voyez qu'entre les échelles caractéristiques en physique atomique des atomes froids piégés dans des réseaux optiques et les échelles caractéristiques qu'on manipule en physique de la matière condensée, qui sont de l'ordre de l'électronvolt, disons, eh bien, il y a un nombre considérable d'échelles d'ordre de grandeur. Donc c'est ça, c'est une des beautés du sujet,
c'est qu'on va pouvoir regarder de la physique qui va être conceptuellement similaire aux questions qu'on peut se poser en physique de la matière condensée, mais avec des échelles d'énergie qui n'ont absolument rien à voir. Et également des échelles de distance qui vont toujours avec les échelles d'énergie, qui n'ont absolument rien à voir, puisqu'on va avoir par exemple des réseaux optiques dont le pas du réseau va être de l'ordre du micromètre et pas de l'angstrom. Voilà, donc ce changement de variable nous a permis de faire apparaître l'échelle d'énergie caractéristique, l'énergie de recul. Mais vous allez voir dans la suite de ce cours que quand on regarde les bandes d'énergie dans ce réseau optique, eh bien en fait, les énergies cinétiques caractéristiques qui appartiennent aux électrons vont être même beaucoup plus faibles que cette énergie de recul. Et donc c'est une des difficultés du sujet, puisque ces énergies deviennent très faibles, il faut refroidir le système beaucoup pour pouvoir atteindre les régimes de dégénérescence quantique. Bon, alors je reviens donc aux mathématiques de cette équation de Schrödinger dans un potentiel périodique. Donc une fois passé dans ces coordonnées réduites, on reconnaît ici dans cette équation ce qu'on appelle l'équation de Mathieu, mais disons d'une manière beaucoup plus... petit problème technique. D'une manière beaucoup plus générale, on a affaire donc à un problème d'électrons dans un potentiel périodique. Je vais essayer de faire ça moi-même. C'est bon là? Oui. Bon. J'espère qu'il ne va pas retomber. Et j'ai rappelé sur ce transparent des éléments importants de ça, qui est la chose centrale, c'est le théorème de Bloch. Donc qu'est-ce que nous dit le théorème de Bloch? On a un problème de mécanique quantique à une particule, et on a un Hamiltonien qui commute avec les translations. Donc, selon les bonnes règles de la mécanique quantique, on cherche une base d'état qui diagonalise, on peut chercher une base d'état propre qui diagonalise simultanément le problème de Schrödinger qu'on a et les translations qui commutent avec le Hamiltonien. C'est ça le théorème de Bloch. Et les vecteurs propres de translation, c'est des exponentiels. Donc ça nous dit que les états propres du système prennent la forme d'une exponentielle, l'exponentielle ikx. Alors, j'attire votre attention ici que maintenant k, c'est la quasi-impulsion du fermion dans son potentiel périodique, et ce n'est pas kl, le vecteur d'onde du laser, fois une fonction périodique, qui s'appelle la fonction de Bloch, qui a la périodicité du réseau. Donc ici, j'ai mis un exemple à une dimension. Donc je précise un peu les notations. K, c'est la quasi-impulsion de mon fermion dans mon potentiel périodique. Puisque c'est l'espace dual ou de Fourier d'un système qui a une périodicité A, ça veut dire que je peux choisir K dans une zone restreinte de l'espace des vecteurs d'onde, qu'on appelle la zone de Brillouin, ou la première zone de Brillouin, qui est comprise entre moins π sur A et π sur A. Le réseau de Fourier, le réseau réciproque du réseau dans l'espace réel, c'est ce qu'on appelle donc le réseau réciproque. Il a une périodicité qui est 2π sur A. Et vous voyez que cette zone de Brillouin, elle a été choisie pour couvrir une période du réseau réciproque. Elle a une amplitude 2π sur A. Et donc je vous rappelle aussi que le vecteur d'onde du laser, c'est π sur A, donc l'amplitude de la zone de Brillouin, c'est 2 fois le vecteur d'onde du laser, 2kl. Alors ça, c'est à une dimension, très simple. D'une manière plus générale, à plus qu'une dimension, comment ça se passe? Bien, c'est une simple généralisation. On utilise le fait que l'hamiltonien commute avec toutes les translations du réseau de Bravais sous-jacent. Donc on va pouvoir écrire les fonctions d'onde comme le produit d'une exponentielle IKR, maintenant c'est des vecteurs, fois UK nu de R. Nu indexe les différentes états propres ou les différentes bandes d'énergie du système. Et les fonctions de Bloch vont maintenant avoir la périodicité du réseau avec toutes les translations du réseau de Bravais.
Et K vit dans le réseau, vit dans l'espace de Fourier, qui a lui-même une périodicité qui est donnée par les vecteurs du réseau réciproque. Donc si j'ai un réseau qui est dans l'espace réel généré par les vecteurs AI, c'est-à-dire que les translations, ça va être somme des NI AI, où les N sont des entiers, positifs ou négatifs. Eh bien, le réseau réciproque, alors je ne sais pas comment on va pouvoir l'appeler ici, je vais les appeler G. Ça, c'est une notation de physicien de la matière condensée. Les G vont être une somme avec d'autres entiers émis de, disons, comment on va les appeler? On va les appeler BI, par exemple, avec AI BJ égale 2pi delta IJ. Donc ça, c'est le réseau dans l'espace direct. Ça, c'est le réseau réciproque. Et ce réseau réciproque a lui-même une cellule unité, qui est la première zone de Brillouin, et K vit dans la première zone de Brillouin du réseau réciproque. Donc si j'appelle le réseau ici, il s'appelle L ici comme lattice, celui-là va s'appeler L étoile. Dans le cas particulier à une dimension, pour que tout soit clair, les translations, ça serait simplement Tn égale n fois la maille du réseau. Et le réseau réciproque, c'est Gm, disons, égale m fois 2pi sur A. Qui est aussi, comme on l'a vu, 2kl. Donc voilà le théorème de Bloch dans un contexte général. Et on peut regarder cette expression mathématique, mais ce qui est important, c'est d'en comprendre le sens physique. Ce que vous dit le théorème de Bloch, précisément, ce micro n'aime pas le théorème de Bloch. On va voir si ça tient. Donc ce que vous dit le théorème de Bloch, c'est que la fonction d'onde d'un électron dans ce réseau périodique, c'est une onde plane modulée par une amplitude périodique dans le réseau. Alors là, pour ceux qui sont ou celles qui ne sont pas si familiers que ça avec cette notion, je vais quand même insister sur ce point. C'est une propriété absolument remarquable. Et il a fallu toute la mécanique quantique pour élaborer, pour démontrer cette propriété et aussi en comprendre les implications physiques. Si vous étiez M. Drude en 1900, votre vision du mouvement d'un électron dans un cristal atomique parfait, c'était que chaque électron se cognait sur les atomes du réseau périodique. C'était ça la vision que Drude avait du transport électronique dans les solides. Cette vision a permis l'élaboration de la fameuse formule de Drude, sigma égale m de 2 tau sur m, qui est encore utilisée aujourd'hui pour décrire phénoménologiquement le transport dans les solides. Cette formule est très utile, mais les concepts qui ont permis à Drude de l'élaborer sont complètement faux, puisqu'il est absolument incorrect qu'un électron ou un atome froid qui se promène dans un réseau périodique se cogne sur les périodicités des atomes. Si c'était le cas, ça veut dire que les libres parcours moyens dans les solides seraient de l'ordre de l'angstrom, et ça serait une assez grosse catastrophe pour le transport électronique dans le cuivre, par exemple, qui a des libres parcours moyens considérablement plus grands. Donc, que nous dit la mécanique quantique? La mécanique quantique nous dit que si on a un arrangement d'atomes parfaitement périodiques ou un potentiel parfaitement périodique, dans le cas des atomes froids dans un réseau optique,
eh bien, les fermions peuvent passer par effet tunnel à travers les maxima de ce potentiel périodique et au final se comporter comme une onde plane sur l'ensemble du réseau, avec le prix à payer qui est une modulation périodique de leur amplitude. Ils vont évidemment avoir une amplitude plus grande sur les minima du potentiel que sur les maxima du potentiel. Mais c'est fondamentalement la mécanique quantique qui permet de comprendre la délocalisation d'un fermion sur l'ensemble d'un potentiel périodique pour former un gaz de fermion, alors que c'est une notion qui est complètement incompréhensible si on a juste la mécanique classique en tête et qu'on voit un potentiel périodique comme une série de boules de billard sur lesquelles le fermion se cogne. Donc, sous ces airs un peu formels mathématiquement et finalement assez simples, cette équation cache l'ensemble de l'âge du silicium. La physique du transistor ne serait pas possible sans cette équation ici. Donc c'est quand même, ça mérite une minute de considération pour M. Félix Bloch. Donc voilà le théorème de Bloch, c'est ça que ça vous dit. Alors quelques petites illustrations, je vais revenir sur comment on calcule les ondes de Bloch, mais voilà des figures, je ne les ai pas refaites moi-même, je les ai lâchement empruntées au cours de Joey Tawissen, parce qu'elles sont très bien déjà dans ce cours. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette figure? Je vais essayer de l'illustrer au tableau. Bon, vous connaissez tous ça, je pense. Je vais aller assez vite, mais c'est quand même important de rappeler ça pour la suite. Donc, une manière de comprendre ce qui se passe, c'est de préparer les états du système sans interaction en utilisant les symétries, sans potentiel, je suis déjà dans les interactions, excusez-moi, sans potentiel extérieur, dans une représentation qui est adaptée aux symétries du potentiel extérieur. Donc, j'ai mon problème dans lequel j'ai mon énergie cinétique. Alors maintenant, je vais être un théoricien, H bar carré sur 2m va être égal à 1, juste pour la simplification. Donc, ça, c'est moins d2 sur dx2. Donc, moins d2 sur dx2, c'est invariant par translation, quelles que soient les translations. Donc, ce terme, l'énergie cinétique, a une symétrie beaucoup plus grande que le potentiel périodique, qui, lui, a seulement les translations du réseau périodique. Autrement dit, quand j'introduis le potentiel périodique, je brise plein de symétries du système. Et donc, pour comprendre les états propres de ce problème, il est très utile de préparer les états propres du terme cinétique lui-même d'une manière telle que les symétries du potentiel périodique soient déjà implémentées dans cette représentation. Donc, comment on fait ça? Donc, les états propres dans l'espace réciproque K du terme cinétique, c'est une parabole, K carré. Mais on a vu que quand on créait le réseau périodique, dans l'espace des vecteurs d'onde, on avait une zone de bruit loin qui allait de moins pi sur 1 à pi sur 1. Et donc, ce qui est utile de faire, c'est de considérer une représentation repliée de cette parabole. Là, j'ai vraiment rien fait. J'ai juste replié cette parabole. Donc, maintenant, je vais replier cette parabole. Cette branche va devenir quelque chose comme ça. Et celle-là, je vais encore la replier, etc. Même chose ici. Alors, on va voir si j'arrive à dessiner ça correctement. C'est pas sûr, hein, je vous préviens. Voilà. Quelque chose comme ça. Et donc vous voyez que ce qui apparaît ici, c'est une première branche, une seconde branche. Allez, on va utiliser encore une autre couleur. Une troisième branche, etc. Et donc tout ce qu'on a fait ici, c'est de préparer H bar carré et K carré sur 2m dans une représentation qui tient compte de la brisure de symétrie qui va être impliquée par le potentiel périodique.
Pour l'instant, il n'y a pas de potentiel périodique. C'est juste une représentation de la parabole. Et donc maintenant, on va brancher le potentiel périodique et on va comprendre comment ces états propres ici, en se limitant maintenant à la première zone de Brillouin, vont changer quand on met le potentiel périodique. Alors, pour ça, c'est évidemment utile de réécrire l'équation de Schrödinger dans l'espace de Fourier. Alors, on peut faire ça, puisque la fonction de bloc U de R est périodique. Donc, je peux décomposer la fonction de bloc sur les modes de Fourier. Et ces modes de Fourier ne sont autres que les vecteurs qui génèrent les vecteurs du réseau réciproque, donc les G. Autrement dit, à une dimension, U de X va être une somme, peut-être l'écrire ici, à une dimension, U de X va être une somme sur les M du réseau réciproque de exponentielle de IM 2pi sur 1 X, donc ça c'est mon GM, fois U chapeau M. Et ceci pour chacune des bandes nues. D'accord? Donc d'une manière générale, si je connais les G du réseau réciproque, donc les G qui sont ceux-là ici, je peux décomposer la fonction de bloc U canu de R sur les G du réseau réciproque sous la forme exponentielle de IGR fois une certaine amplitude qui dépend du vecteur d'onde K, de la bande N, ou nu ici, et du vecteur du réseau réciproque G. Une fois que j'ai fait ça, je peux réécrire l'équation de Schrödinger pour ces modes de Fourier, UG, et chacun des points K dans ma zone de Brillouin donne lieu à une équation de Schrödinger indépendante. Donc j'ai simplement à diagonaliser une grande matrice, donc ça c'est une grande matrice M qui dépend du point K, qui est une matrice dans les vecteurs d'onde GG', ou à une dimension si vous voulez une matrice M, N, N', qui est donnée par l'expression suivante. Il y a une partie diagonale qui est h bar carré sur 2m K plus G au carré. Donc le K plus G au carré, c'est le repliement de la parabole, ça n'est autre que ça, plus le mode de Fourier du potentiel au vecteur d'onde G moins G'. Donc c'est ce terme, évidemment, qui couple les différents termes dans la partie diagonale de l'hamiltonien. Et donc, à chaque point K, donc à un point K donné ici, donc pour K fixé, je peux diagonaliser cette matrice, qui est une matrice infinie, et j'obtiens, à un point K donné, ces états propres, etc. Alors, il y aurait une infinité qui me donne la manière dont les états de la parabole ont été perturbés par le potentiel périodique V. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé de manière routinière, par exemple dans les calculs de structure électronique des solides. Une des manières de faire ces calculs de structure électronique, ce n'est pas la seule, mais une des manières de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une base d'onde plane. Une base d'onde plane, ça veut tout simplement dire les G, hein, les exponentielles de IGR. Il en faut beaucoup, beaucoup, si les fonctions d'onde sont compliquées, d'où le coût numérique de ces codes. Et diagonaliser en chaque point K de la zone de Brillouin cette grosse matrice MGG' de K avec les modes de Fourier du potentiel périodique créés par les atomes quand on connaît la composition chimique et la structure cristalline du système. Donc, ces codes de structure électronique dans les bases d'ondes planes, essentiellement, vus d'un peu loin, réalisent simplement la diagonalisation de cette matrice de manière efficace. Alors, cette manière de voir les choses permet aussi de comprendre ce qui va se passer quand on branche le potentiel périodique. Imaginez maintenant que le potentiel périodique V soit faible. Donc si le potentiel périodique V est faible, ça veut dire que ces états vont être assez faiblement modifiés par le potentiel périodique. Donc par exemple, cet état bleu va devenir, alors ça va être un peu compliqué à dessiner, va devenir quelque chose d'un peu modifié, ici, par un potentiel périodique faible. Et vous voyez que ici et là, par exemple,
il y a un point particulier où la branche bleue et la branche jaune sont dégénérées. Donc quand on va vouloir faire de la théorie de perturbation dans le potentiel périodique V, en introduisant les modes de Fourier de V, eh bien, il va falloir prendre soin du fait que la théorie de perturbation devient une théorie de perturbation sur deux états dégénérés. Et donc, au lieu de faire une perturbation au premier ordre naïve, il va falloir diagonaliser une petite matrice de 2 qui va faire intervenir les deux états et le mode de Fourier V, du potentiel V, principalement au vecteur d'onde π sur A. Et évidemment, ce qui va se passer quand on fait ça, c'est qu'on a une répulsion de niveau, comme dans toute théorie de perturbation dégénérée, et donc on va ouvrir un gap. Je crois qu'en français, ça s'appelle une largeur de la bande interdite, qui va être proportionnelle au mode de Fourier du potentiel à π sur A. Donc ce premier gap ici va être proportionnel à V mode de Fourier du potentiel périodique à π sur A. Et donc vous voyez apparaître ici sur ce dessin, je pense que vous connaissez tous ça, mais c'est toujours du bien de le rappeler, la notion de bande d'énergie séparée. Donc maintenant on a fabriqué un premier état propre, qui est la première bande d'énergie, donc nu égale 1. Puis un deuxième état propre. Alors là, il va se passer la même chose. On a aussi de la théorie de perturbation dégénérée. Donc on va avoir l'ouverture d'un autre gap ici. Avec un autre mode de Fourier du potentiel qui va ouvrir ce gap. Donc ça va être nu égale 2. Etc. Nu égale 3. Donc ça, c'est quelquefois ce qu'on appelle l'image de liaison faible. C'est quand le potentiel périodique est relativement faible, et donc on peut le traiter comme une perturbation. C'est une perturbation qui est régulière et gentille et faible partout, sauf à ces points de dégénérescence où vont s'ouvrir des gaps. Et les bandes vont être bien séparées. Alors, elles sont bien séparées à une dimension. Si on fait le même travail en dimension plus élevée, eh bien cette séparation de bandes n'est plus vraiment valable. En fait, il y a des croisements de niveaux. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de faire un dessin comme ça où on numérote chaque bande. Il va y avoir des points où on va se poser la question de savoir comment les numéroter parce que les bandes se croisent. Mais à une dimension, c'est simple. Les choses se passent à peu près de cette manière. Bon, donc tout ça, ce sont des notions, je pense que vous connaissez tous, mais qu'il est bon d'avoir en tête pour la suite du cours. Il y a évidemment une autre limite, dont je vais parler un petit peu dans la suite, qui est la limite où, au contraire, le potentiel périodique est très grand. On ne peut pas vraiment le voir comme une perturbation. À ce moment-là, ces largeurs de bande ici deviennent toutes petites. Et il peut être plus intéressant de raisonner dans l'espace réel que dans l'espace de Fourier, et de voir la largeur de bande comme un processus de saut des électrons entre sites. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, quelques dessins. Donc voilà les bandes, exactement ce que j'étais en train de raconter. Donc les bandes repliées, on commence à ouvrir des gaps. Donc ça, c'est un calcul des états propres pour le potentiel sinus carré KLX, pour un potentiel alors nul, le potentiel 2 dans les énergies réduites, 5, etc., etc. Donc vous voyez que quand on augmente la profondeur de potentiel, c'est-à-dire la puissance du laser, eh bien on augmente la valeur des gaps et on réduit la largeur de chacune des bandes, donc l'énergie cinétique disponible pour les fermions dans chacune de ces bandes. Ici, vous avez tout simplement une comparaison entre ces trois plots sur un seul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à dire là-dessus? Oui, faites attention aux notations. Moi, j'appelle ça K et non pas Q, comme dans ce dessin ici. Vous voyez, tout ça est en unité de pi sur A réseau. Et donc ici, on a bien le bord de la zone de loin à pi sur A, qui est égal aussi à l'impulsion du laser.
Alors, ici, ce que vous avez sur ce dessin, c'est la largeur de chacune des bandes, toujours à une dimension pour ce potentiel simple, en fonction de la profondeur du réseau. Donc c'est cette largeur ici, pour la bande par exemple n égale 0, n c'est nu, hein, ça numérote les bandes. Donc vous avez ici la largeur de la première bande, la largeur de la deuxième bande, etc., qui sont représentées en couleur ici, en fonction de la profondeur du réseau et leur évolution. Et puis vous pouvez lire aussi là-dessus le gap d'énergie entre les bandes successives qui évidemment augmente avec la profondeur du réseau. Et ici vous avez, je vais revenir sur ça, voilà. Je vais peut-être en parler un petit peu plus tard. Donc on peut se poser la question de savoir comment cette largeur de bande dépend de la profondeur du réseau, puisque ça va être un paramètre très important à contrôler pour contrôler le système. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. À grande profondeur, cette largeur de bande dépend exponentiellement de VL sur R, sur l'énergie de recul. Et donc on peut atteindre des bandes dont la largeur est toute petite, et bien séparées les unes des autres, ce qui est important pour contrôler la physique qu'on va faire. Alors, quelques images un petit peu plus intuitives de la tête des fonctions d'onde de Bloch. Donc ici, vous avez un profil dans l'espace de la première fonction d'onde à k égale 0, Q c'est k, hein, k égale 0 pour la première bande. Ça, c'est le potentiel périodique en orange. Et ça, c'est l'amplitude de la fonction de Bloch. Il y a toujours évidemment la modulation qui ici, il n'y a pas de modulation parce que c'est Q égale 0, mais sinon il y aurait la modulation exponentielle IKX. Donc ça, c'est le carré de la fonction d'onde, donc ça oublie la modulation. Et donc vous voyez, l'amplitude de la fonction de Bloch est maximum dans les minima du potentiel, hein, et puis elle ressuscite au minima suivant, etc., avec une amplitude faible sur les maxima du potentiel, ce qui est logique. Ça, c'est la même chose, mais pour la deuxième bande. Donc la deuxième bande, comme vous pouvez vous y attendre, c'est une fonction d'onde qui, regardée dans un seul puits du potentiel, va avoir un zéro d'amplitude au milieu. Et puis pour la troisième bande, qui est ici numérotée n égale 2, il a commencé à n égale 0, vous avez deux nœuds, etc., etc. Donc ça, c'est si je regarde les états propres à k égale 0. C'est-à-dire si l'exponentielle IKX n'est pas là. Maintenant, si je regarde ailleurs que k égale 0, eh bien vous voyez qu'on va maintenant avoir la modulation périodique, la modulation par l'onde plane en plus de l'amplitude périodique. Et cette modulation va se faire avec un vecteur d'onde k qui peut être ici, il correspond à une longueur d'onde très grande. Donc j'ai une grande onde plane avec une modulation de pi sur k, une période de pi sur k qui peut être arbitrairement grande, et la fonction de Bloch qui, elle, a une amplitude qui est une période qui est la périodicité du réseau. Et si maintenant j'arrive à bord de la zone de Brillouin, donc qui est Q ou K égale K laser, égale pi sur A, eh bien vous voyez que la fonction d'onde change de signe. Elle est positive sur les sites pairs et négative sur les sites impairs. Donc elle fait plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et si vous êtes un chimiste, vous allez appeler ça un état anti-liant. Donc un état liant, c'est un état où le signe de la fonction d'onde sur un site et le voisin est le même. Et un état anti-liant, c'est une fonction d'onde où le signe sur un site et sur le site voisin sont opposés. Et c'est ça qui se passe au bord de la zone de Brillouin. On a un état anti-liant dans chaque puits. Dans chaque puits considéré comme deux atomes proches deux sites du réseau proches l'un de l'autre. Donc vous voyez, mon état anti-liant est ici, et puis il est répété de manière périodique sur l'ensemble du réseau. Donc voilà une image assez claire de pourquoi un électron dans un potentiel périodique se propage comme une onde plane, avec une amplitude modulée périodique. Alors, dans la limite où le potentiel périodique deviendrait grand, et donc mon réseau optique acquiert une grande profondeur, il peut être plus utile, et en général c'est ce qu'on va faire dans la suite du cours, de raisonner dans l'espace réel directement, et donc de construire des fonctions de base qui ne sont pas ces fonctions qui ressemblent à des ondes planes modulées périodiquement,
mais des fonctions qui sont localisées spatialement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions de Wannier. C'est quelque chose qui va être essentiel dans la suite du cours. Et pour obtenir ces fonctions de Wannier, il suffit tout simplement de faire une transformée de Fourier des fonctions de bloc. Donc vous voyez que si je prends la fonction de bloc psi de x, qui est exponentielle ikx u de uk de x, et que je fais sa transformée de Fourier par rapport à k, donc je somme sur k exponentielle de moins ik na psi de x, en choisissant une position dans le réseau na, donc le site numéro n, autrement dit, eh bien, je réalise une transformée de Fourier, puisque psi de x, c'est exponentielle de ikx. Donc là, j'ai exponentielle de ik x moins na fois u de x. U de x à la périodicité du réseau. Et par conséquent, l'objet qui est ici ne dépend que de x moins na. Donc c'est une fonction qui se réplique sur chaque site, qui va être localisé sur le site NA, et puis il y a son cousin qui va être localisé sur le site MA, etc. Donc c'est une fonction qui va avoir la tête suivante. Pour la première bande, localisée sur le premier site du réseau, qui est ici labellisé 0, ben ça va être une fonction qui est localisée sur ce site et puis qui va avoir une oscillation. Et typiquement, ces fonctions de Wannier vont décroître exponentiellement avec la distance, donc elles vont être bien localisées sur un site donné. Alors là, il y a une subtilité intéressante qui ne va pas faire l'objet du cours de cette année. Mais en fait, la possibilité de réaliser une localisation exponentielle des fonctions de Wannier sur un site est intimement associée à la topologie de la structure de bande. Et donc, certains d'entre vous, je pense, savent que dans les structures de bande qui ont une structure topologique, il n'est pas possible, si je retiens un certain nombre de bandes finies, il n'est pas possible de construire des fonctions de Wannier exponentiellement localisées. Bon, on ne va pas considérer ce problème aujourd'hui, on va considérer ce cas simple où on peut construire des fonctions de Wannier exponentiellement localisées. Je pense que mon cours de l'année prochaine portera sur des questions de topologie et sur le lien entre fonctions de Wannier et topologie, avec probablement des applications au graphène twisté. Mais enfin, je réfléchis encore si ce sera le sujet du cours de l'année prochaine ou pas. Donc, revenons à des choses simples. On a ces fonctions de Wannier exponentiellement localisées. Ça, c'est un cas très simple où je fais la transformée de Fourier séparément pour chaque état de bloc. Je pourrais aussi choisir de prendre quelques états de bloc et de faire une transformation qui mélange ces états de bloc. Alors, je réalise qu'il y a une faute de frappe. Ah non, il n'y a pas de faute de frappe, c'est bon, dans cette équation. Donc, comment est-ce que je ferais ça? Je prendrais un certain nombre d'états de bloc nus, ça c'est mon choix, et je les mélangerai entre eux avec une certaine matrice unitaire qui couple l'indice des états de Wannier M et l'indice des états de bloc nus. Donc ici, j'ai une grande matrice unitaire, UM nu, qui dépend du point K éventuellement, et qui mélange, qui réalise une transformation unitaire sur ces fonctions de bloc, et en même temps une transformée de Fourier, qui est aussi une opération unitaire. Et je peux par exemple me poser la question de savoir si en optimisant cette matrice U, je peux mieux localiser les fonctions de Wannier dans mon système, mieux les localiser dans l'espace réel. Et ça, c'est une technique qui est utilisée de manière routinière en théorie de la structure électronique, qui s'appelle la localisation maximale des fonctions de Wannier. Il y a un code célèbre qui s'appelle Wannier 90 qui fait ça, qui construit pour un vrai solide des fonctions de Wannier maximalement localisées, en optimisant la matrice U selon un certain critère de localisation, par exemple la valeur moyenne de R carré dans la fonction de bande. Disons, on n'a pas vraiment besoin de cette notion pour la suite des cours sur les réseaux optiques, mais je mentionne ça au passage pour aussi mentionner des ponts avec la physique de la matière condensée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fonctions de Wannier? On peut représenter l'hamiltonien dans ces fonctions de Wannier. Donc, si je considère mon hamiltonien qui est celui-ci, P carré sur 2m plus le potentiel périodique, je peux regarder ces éléments de matrice dans ces fonctions de Wannier. Donc ça va me définir
un certain nombre d'éléments de matrice qui, par construction, sont invariants par translation sur le réseau périodique, donc ils ne dépendent que de n-n', où n, c'est les indices des sites, et que je peux interpréter comme l'amplitude tunnel d'un fermion du site n au site n'. Ça va me donner une autre représentation de la valeur propre epsilon k d'une bande de blocs donnés, comme une somme sur toutes les distances n de l'amplitude tunnel en question, fois à une dimension, ça serait juste cosinus de nk. Autrement dit, je peux décomposer cette énergie propre comme les sauts plus proches voisins, le T1 qui va coupler juste les sauts plus proches voisins comme vous le voyez ici. Ça c'est exponentielle ik plus exponentielle moins ik, donc ça correspond à un saut d'un site vers la droite ou vers la gauche, d'une seule période du réseau. Puis il y aurait un T2 qui ferait intervenir 2Ka, etc., etc. Donc je peux regarder les amplitudes tunnels de ces particules dans mon réseau périodique en fonction de la profondeur du réseau. Et vous voyez que c'est quelque chose qui décroît très vite avec la profondeur du réseau. On peut même établir une formule. Dans le cas du potentiel sinus carré KLX, on peut établir une formule à partir des propriétés générales de l'équation de Mathieu, qui sont que, exprimées dans l'unité de l'énergie de recul, donc on a vu que c'était l'unité naturelle, le T1 dans cette unité varie comme exponentielle de moins 2 fois l'amplitude du potentiel sur l'énergie de recul à la puissance 1,5. Donc c'est quelque chose qui décroît très vite avec la distance, et on peut ainsi fabriquer des réseaux optiques où les bandes sont bien séparées les unes des autres, et l'énergie cinétique devient de plus en plus petite. Donc les effets d'interaction vont devenir aussi de plus en plus grands, en notion relative, comme on va le voir dans la suite. Donc ça, c'est un plot qui représente la largeur de la première bande et le gap entre les bandes en fonction de V. J'insiste sur le fait que on voit à travers tout ça que, encore une fois, les échelles d'énergie dans ces systèmes d'atomes froids et les échelles d'énergie dans les systèmes de matière condensée sont fondamentalement différents. Donc on va avoir les mailles du réseau qui vont être différentes par plusieurs ordres de grandeur. On va avoir des densités de particules qui, dans le cas des atomes froids, vont être de l'ordre de 10 puissance 12 par centimètre cube. Dans le cas des électrons dans un solide, vont être 10 ordres de grandeur plus grands, de manière comparable. L'énergie de Fermi, qui évidemment dépend directement de la densité, va être de l'ordre du micro-K, ou peut-être de quelques dizaines ou centaines de nano-K. Dans le cas des atomes froids fermioniques, elle est de l'ordre de l'électron-volt, donc 10 ordres de grandeur plus grand, dans le cas des électrons dans les solides. Et néanmoins, et c'est ça la beauté de la physique, on va pouvoir regarder des phénomènes similaires dans les deux contextes. Mais évidemment, la difficulté, comme vous le voyez ici, c'est que pour atteindre, si je commence à bien séparer les bandes, donc à avoir un système bien contrôlé, à une bande d'énergie que je vais vouloir étudier, eh bien, le problème, c'est qu'il va falloir refroidir le système à des températures qui sont plus petites, non pas seulement que l'énergie de recul, mais que cette amplitude T1 du premier élément tunnel qui va contrôler l'énergie de Fermi dans la bande en question. Or, ce rapport décroît exponentiellement quand on commence à bien séparer les bandes. Donc même si l'énergie de recul est de l'ordre du micro-K, si je me place dans un régime où T sur E va être, je ne sais pas, comme ici, de l'ordre de 1/10 ou moins, eh bien, il va falloir refroidir le système à quelques dizaines de nano-K. Et donc, c'est pour atteindre des régimes où T sur l'amplitude tunnel est plus petite que 1. Et donc, c'est ça qui rend le problème du refroidissement difficile. C'est qu'il faut atteindre ces régimes de température. Et comme on va le voir dans le cours suivant, je dirais, les 15 premières années de ce domaine se sont placées dans des régimes où la température était de l'ordre de l'amplitude tunnel T, ou peut-être au mieux de la moitié de l'amplitude tunnel T. Et maintenant, on commence à atteindre des régimes où T sur petit t est de l'ordre de 0,1. Juste pour vous donner une idée des ordres de grandeur.
Alors je m'aperçois comme d'habitude que je suis en retard. Donc je n'aurai pas le temps de faire les interactions aujourd'hui. Je ne vais quand même pas vous laisser juste avec ça. Je voudrais vous parler quand même de mesures expérimentales de la surface de Fermi. Donc ça ne va pas être très long. Donc une des premières très belles expériences qui a été faite dans le groupe de Tillman et Singer, un article de Michael Keul et co-auteur, a été la visualisation en direct de la surface de Fermi dans ces systèmes. Donc quelle est l'idée? L'idée c'est que si je reprends ce schéma ici, vous voyez que chaque état propre de quasi-impulsion K est une superposition de vraies impulsions K plus G, hein, comme on le voit bien dans la formule qui était ici. Vous voyez que quand on a replié la parabole, tous les G contribuent à un K donné. Donc ça veut dire qu'un état de bloc qui est à la quasi-impulsion K, en fait c'est une superposition de vraies impulsions dans le continu, K plus G, ou K plus n fois 2π sur A. Donc imaginez que vous ayez vos fermions dans votre réseau optique et que vous coupez brutalement le réseau optique. Le système, le gaz va s'expandre et il va garder la mémoire du fait qu'une particule qui était originellement dans la quasi-impulsion K est une superposition en fait d'impulsion K plus n fois 2π sur A. Donc vous allez voir une image d'interférence qui va faire intervenir tous ces vecteurs d'onde. Ça, c'est si vous coupez le réseau optique brutalement. Mais imaginez que vous coupiez le réseau optique très lentement, adiabatiquement. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez, si vous êtes vraiment adiabatique, lentement déplier ce système. Et donc on peut espérer que chacune des quasi-impulsions K se redéploie sur une vraie impulsion H bar K dans le système sans piège, sans réseau. Autrement dit, on va pouvoir comme ça réaliser un dépliement des bandes, ou alors ici ça s'appelle Q, hein, la quasi-impulsion, c'était K chez moi. Donc vous voyez que ici, un état qui va être dans la première bande d'impulsion Q, ici, si je déplie mon réseau optique adiabatiquement, si j'éteins mon réseau optique adiabatiquement, va se retrouver dans un état d'impulsion Q. Si je suis dans la deuxième bande, il va se retrouver ici. Si je suis dans la troisième bande, il va se retrouver ici, etc. Donc c'est ça que l'expérience de Michael Keul et co-auteurs fait, c'est qu'ils réalisent une extinction adiabatique du réseau optique, et puis, une fois qu'on a éteint ce réseau, les particules partent avec une impulsion H bar K, et au bout d'un certain temps t, l'image dans l'espace réel, les particules d'impulsion H bar K ont parcouru une distance qui est H bar K sur m fois le temps de vol t, et en regardant la densité de ce nuage en expansion, on peut faire une photo de la distribution initiale en impulsion des particules. Donc la distribution en position des particules après temps de vol reflète la distribution en impulsion des particules dans l'état initial. C'est ça l'idée, si on connaît le temps de vol. Donc voilà les images. Donc c'est un article de 2005 du groupe de Tillman. Voilà les images où vous voyez une surface de Fermi. Donc ça c'est la distribution. Vous pouvez le voir. Vous voyez ça c'est dans l'espace réel, mais vous pouvez le voir comme une distribution en impulsion des particules dans leur état initial. Donc là, vous avez une petite surface de Fermi, autrement dit une petite zone de l'espace K où il y a des particules, parce que le gaz a une basse densité. Puis ensuite, quand vous augmentez la densité du gaz, peu à peu, cette surface de Fermi croît, et puis quand on atteint une situation où tous les états de la première zone de Brillouin sont remplis, eh bien on observe une distribution en impulsion qui est la première zone de Brillouin du réseau. Et puis on peut même aller plus loin. On peut même augmenter la densité de manière à peupler la deuxième bande.
Et à ce moment-là, on devrait voir des particules dans la deuxième zone de bruit loin du réseau. Et là, il y a une belle image en couleur qui montre ça. Donc ça, faible densité, densité plus grande, où vous commencez à voir la brisure de symétrie de rotation qui correspond au réseau. Ça, ce serait la première zone de bruit loin. Et vous voyez ici, il y a des particules déjà dans la deuxième zone de bruit loin, parce que la deuxième bande a été peuplée. Voilà, donc ça, ce sont ces expériences. Alors maintenant, je vais vous poser une colle. Vous pouvez réfléchir jusqu'au cours suivant. Je vous donnerai la réponse à la question. La manière dont la densité a été changée dans ce système, c'est en changeant la profondeur du réseau optique. Mais si vous êtes une physicienne ou physicien de la matière condensée, ce truc est absurde. Si vous mettez un nombre n de particules dans un potentiel périodique et que vous changez l'amplitude du potentiel, ça ne va pas changer le nombre de particules. Donc pourquoi dans cette expérience, on a pu changer la taille de la surface de Fermi en changeant la profondeur du réseau optique seulement? Bon, voilà la question, réfléchissez-y. Il y a une réponse simple, mais qui illustre les différences entre la physique des solides et la physique des réseaux optiques, tout au moins version 2005. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, parce que les quelques slides suivants concernent les interactions, et donc on en parlera la prochaine fois. On passera du terme purement sans interaction à l'introduction des interactions et comment on fait un modèle de Hubbard avec ça, j'en parlerai la prochaine fois. Je ne veux pas vous laisser quand même sur une chose complètement abstraite et que des équations. Ça, c'est ce à quoi ressemble un vrai laboratoire d'atomes froids, comme il y en a par exemple ici dans le bâtiment de physique du collège. C'est beaucoup plus compliqué que tout ce que je viens de raconter au tableau. Voilà, bon, on va s'arrêter là, et donc on reprend à 11h30 pour le séminaire de Tillman.